peu débile, moi. Ah bah il a bugué. Dans une... Tout qui bug. Elle est belle la France, tiens. Bah c'est de la merde. Voilà, bonsoir Thomas Sirix. Allô, bonsoir, ça va? Bonsoir. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends? Yes, I hear you, Thomas Sirix, 5 on 5. Allô? Roger. Yes, je t'entends. Ah, M'entends-tu? bah, c'est bon alors. Yes, ok. Tu peux mettre ta caméra si tu le souhaites. Ouais, alors c'est quel bouton? Alors c'est le bouton caméra. Attends, Alors il faut en que je trouve mon bas, curseur. Attends. sur l'écran de là où J'ai on un est. problème technique, j'ai 3 écrans assez grands. Quoi? Et j'ai perdu mon curseur et Bon, j'ai des lunettes de soleil donc je ne le vois pas. Je vais être obligé d'arrêter ce live car on apprend que Thomas Sirix a un 3ème écran, chose que je ne m'attendais pas à apprendre ce soir. Bah mais j'ai rien dessus là, j'ai Oui, littéralement voilà, rien dessus. et en plus il a la tête à l'envers. Eh ben elle est belle la France. Faut que je l'inverse. Oh. Non c'est moi. Non Tac, mais tac, tac. je peux le faire hein. Hop là, non c'est moi qui le fais. Voilà. Je l'ai fait avant toi. Bon, bonsoir Thomas Sirix. Alors, je t'accueille ce soir car tu as traité d'un sujet il y a peu de temps sur ton live, du coup sur la chaîne Thomas Sirix, avec un certain Vladimir, et je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Si quelqu'un peut me le mettre en modérateur, je suis preneur tout de suite, et enfin tout de suite, sinon je le mets juste après. Et du coup, tu parlais de dérives sectaires de youtubeurs, et d'ailleurs, tu m'as fait une petite dédicace au début de ce live, car tu aurais aimé me proposer peut-être de venir pour en parler. Alors du coup, c'est moi qui t'ai dit, bah ce soir, que fais-tu? Et tu m'as dit, bah je suis libre pour une petite heure ou deux. Et du coup, je t'ai kidnappé. Et alors, est-ce que tu peux me résumer un petit peu quel est le sujet? Enfin, d'où ça sort cette histoire de secte de youtubeurs? Comment t'es tombé là-dessus, toi, tout d'abord, avant de parler du coup du contenu de cette secte? Façon de parler. Bah, c'est quelque chose que j'entends depuis assez longtemps en fait. Hein. Déjà il y a 10 ans, il y avait des petites communautés YouTube un petit peu limite, un petit peu creepy. Mais alors depuis 10 ans en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y a des communautés de youtubeurs qui ont considérablement grandi et dont le cœur a pourri sur pied. Et où en fait les gens là-dedans ils ont complètement perdu contact avec la réalité et ça entraîne des dérives que tu as d'ailleurs parfaitement abordées dans le résumé de ta vidéo sur Pirorca. On est sur des trucs, enfin ça choque tout le monde quoi, il y a personne qui... tu parles de ça dans la rue, les gens ne te croient pas. Ouais. Et ensuite ils trouvent ça hallucinant, mais sur internet tu sais pas pourquoi ça passe. Ouais, les gens disent que ça ressemble souvent à des bandes de potes en fait. C'est ce que j'ai vu beaucoup dans les commentaires qui défendaient, on va dire, entre guillemets, je dirais pas qu'ils défendaient vraiment, mais qui avaient tendance à dire oui, mais j'ai l'impression que c'est une bande de potes, un peu comme on a tous vécu. Je disais ouais, mais vous avez des potes bizarres dans ce cas-là, il faut s'en rendre compte quoi, qu'il y a un problème quoi. Yes. Décidément, c'est pas la bonne soirée là. Hein. T'inquiète. Je suis à l'envers, je suis pas cadré. Et alors du coup, je sais pas pourquoi je suis à l'envers. Du coup, comment tu rencontres Vladimir? Qu'est-ce qui s'est... Comment ça s'est c'est lui qui m'a contacté. C'est tout simplement lui qui m'a contacté. En fait, il y a pas mal de gens qui me contactent. Je peux pas lire les mails de tout le monde pour la simple et bonne raison qu'il y en a une partie qui tombe en spam et qui se font détruire. Parce que j'ai des protections en fait dans mes mails pour éviter que je me fasse méga spammer. Parce que comme j'étais harcelé violemment à une époque, forcément j'ai mis en place des trucs. Et des fois, il y a des perles comme ça qui me contactent. Il y a des gens qui me racontent des trucs totalement hallucinants. Alors j'essaie de les voir plus loin si c'est fondé, si ça se recoupe. Et en l'occurrence, l'histoire de V, alors il vaut mieux l'appeler V que Vlad, hein, c'est mieux. V, c'est quelqu'un qui m'a raconté beaucoup de choses et ces choses-là, j'ai pu les recouper. D'accord. Et là, je me suis dit, attends, si c'est aussi grave que ça et que c'est recoupé et que c'est validé par d'autres, bon, il y a matière à s'inquiéter, quoi. Donc je me suis dit, enfin, il y a ça, il y a plein d'autres choses, en fait. Je me suis dit, d'une part, il faut arrêter avec cette espèce de vénération des idoles sur YouTube. Mais c'est quoi tous ces gens qui pensent qu'un YouTuber c'est quelqu'un de formidable? C'est débile, oui, c'est ce que je m'efforce à faire comprendre aussi, hein, c'est qu'on est un peu des chômeurs qui avons réussi à la limite ou des trucs comme ça. Non mais c'est ce que je dis souvent, moi je dis je suis un chômeur qui a réussi quoi, c'est bien tu vois, mais c'est pas non plus un idéal et on n'est pas des maîtres à penser en principe quoi, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont particulières et il y a effectivement pas mal de formes de dérives sectaires plus ou moins assumées, ça va dépendre des courants on va dire. Je pense que c'est plus assumé sur le côté un peu business quoi, et après c'est moins assumé dès que c'est communautaire en fait, c'est-à-dire un truc un peu plus divertissement sur YouTube qui serait communautaire in fine sur des Discord, parce que là c'est ça enfin c'est un peu le sujet avec V, c'est-à-dire que lui il est rentré dans ce truc là par le biais de Discord si je comprends bien. Alors comment ça se passe tiens, quelle est l'histoire de V un petit peu, pour que tu m'expliques tout ça et que tu nous expliques un peu en résumé tout ça aussi. Je vais être un petit peu
un petit peu plus large. En gros, V, c'est quelqu'un qui a rejoint une communauté. Il y avait un artiste, voilà, un artiste qui faisait des trucs artistiques qu'il aimait bien. Il a voulu s'intéresser un peu plus à ça. Il a rejoint une communauté Discord. Et de fil en aiguille, on lui a mis le grappin dessus. On l'a redirigé rapidement vers un deuxième serveur Discord caché pour les fans hardcore, les VIP ou ce que vous voulez. Et où globalement, pour monter là-dessus, t'avais deux solutions, c'est soit tu payes, soit tu vas faire des actions, basiquement de harcèlement, de trucs comme ça, pour défendre ton youtubeur, quoi. Et tout ça, ça se fait sur 1 an, 2 ans. Ça se fait pas en 3 minutes, sinon évidemment tout le monde va le truc venir. Non, au début, ils essaient d'être tes potes, ils essaient d'être sympas, ils te posent insidieusement des petites questions du style... Mais dis-moi, est-ce que t'es dépressif? Mais dis-moi, est-ce que t'es tout seul? Mais dis-moi, est-ce que t'es mineur? Et en fait, selon ce que tu réponds, il te garde. Et lui, il avait, je crois, 17 ans, il était mineur, il était dépressif, il avait des problèmes. Donc ils se sont dit, ah, lui, il est vachement bien, on va le garder. Et en fait, ils ont réussi à lui prendre pas mal d'argent. Ils ont réussi à. Euros, ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est unique. Alors, 250, c'est uniquement pour un crowdfunding. D'accord. En dehors du crowdfunding, il y a aussi pas mal d'argent, je pense qu'il a dû transiter. Il l'avait expliqué à un moment. Parce que l'idée, c'est des serveurs Discord où tu balances 2 euros par-ci, 5 euros par-là, parce que tu comprends, faut participer à tel machin, tel truc. On n'a aucune idée des comptes derrière, hein, et on pense que ça part sur des PayPal, des trucs qui sont pas toujours déclarés. C'est vachement compliqué. Donc j'ai fait un live en fait où je l'ai fait intervenir parce que je me suis dit cette personne a besoin d'une voix. Aujourd'hui, les gens commencent depuis que je parle un petit peu des Vox Menteurs en commençant à donner au goutte d'eau, au compte-goutte quelques éléments. Bah, les gens commencent à nouveau à m'écouter parce qu'ils se rendent compte que les gens qui ont dit que j'étais un connard, en fait, ils ont raconté de la merde. Et je me sers de ça pour donner la parole à ceux qui n'ont pas de pouvoir, en fait. Il est venu et il a fait son témoignage. Quand il est reparti, je suis allé sur le site de la Mivilude. La Mivilude, c'est... Le site de la Mivilude, c'est tu vas sur le site gouvernement, en fait, c'est là où t'expliques en fait ce que c'est que les sectes avec des critères, etc. J'ai lu les critères et ça en coche quand même la plupart. Hein. Donc on est sur une dérive, effectivement, une dérive sectaire, comme tu le définissais. Et donc là, c'est quelque chose qui serait lié directement à YouTube, du coup. Il n'y a pas que YouTube, c'est des gens, il y a plusieurs médias. Ce qui est intéressant, c'est de voir le schéma. T'as un schéma aujourd'hui qui est hyper dangereux et qui est quasiment inarrêtable et qui peut toucher vos petits frères, vos enfants, ça peut être vos grands frères aussi s'ils sont un peu... Mais en gros, le schéma, c'est toujours le même. T'as un point d'entrée pour une communauté d'un youtubeur, d'un influenceur, d'un dessinateur, d'un chanteur, de ce que tu veux. La personne est exposée par TikTok, par YouTube, par Instagram, par ce que tu veux. Ça, c'est, on va dire, le point d'entrée pour se faire connaître. Ensuite, il y a un deuxième point d'entrée, c'est le point d'entrée pour intégrer la communauté, qui est généralement un serveur Discord. Et à partir de là, on peut te mettre le grappin dessus, puis ça peut être l'escalade. Je dis pas que tous les serveurs Discord sont dangereux, c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est que tu peux pas arrêter ça, en fait. Parce que même si tu dénonces la personne, même si tu sauves des gens qui sont pris dans des mouvements sectaires là-dedans et tout, tu peux pas empêcher la personne de publier des vidéos sur TikTok, etc., ou sur YouTube, ou sur ce que tu veux. Tu peux pas donc empêcher des gens de venir s'intéresser un peu plus à ce qu'il fait sur Discord, et donc tu peux pas casser le système. Ces gens gagnent des fortunes, et aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il y a, à moins d'une enquête de police sérieuse, ce qui arrive rarement, il n'y a pas de moyen de les arrêter. Donc on en parle. Ouais, c'est compliqué, mais alors du coup tu parles de Discord, moi j'allais te poser la question justement, est-ce que tout ce qui est un peu communauté web, c'est pas un petit peu le terreau déjà d'une dérive sectaire ou de ce qui pourrait s'apparenter à... Et après, comment faire pour peut-être essayer d'éviter ça? Parce que moi j'ai l'impression qu'on peut faire ça, c'est-à-dire il faut lutter en fait contre tout ce qui s'apparenterait à une sorte de communautarisation réelle dans une communauté très fermée justement, quoi. T'as le côté un peu enfermé entre soi qui est assez nocif, quoi. Alors tout ça, ça part de deux phénomènes généralement. Les deux principaux phénomènes qui sont les départs de feu de tout ça, le véritable terreau, c'est pas juste la communauté web, c'est d'une part les dramas et d'autre part l'argent. Et j'explique un tout petit peu. Quand tu as une communauté et qu'il y a un drama, ça va engager ton audience. Une partie de ton audience s'en fout, une partie de ton audience est dégoûtée, et une partie de ton audience va toujours être très engagée. Ça va permettre en fait de faire une espèce de filtre et d'attirer et d'activer, de trigger les gens qui ont un peu ça dans leur caractère, de prendre parti, d'aller combattre, etc. au nom de tel étendard. Et à partir de là, ces gens, quand ils ont commencé à combattre pour toi, etc., tu peux tout à fait leur demander des services, des choses pour te soutenir, etc.
induit une espèce de relation de confiance qui va aller jusqu'à où tu veux en fait. Et il y en a, ils mettent pas de limites, il y en a, ils mettent des limites. L'autre volet, c'est le côté financier. Quand tu lances un crowdfunding, financement participatif, que ce soit sur Ulule ou sur je sais pas, Kickstarter ou n'importe quelle autre plateforme, tu vas avoir cette fascination généralement pour ceux qui ont déjà fait ça et qui ont amassé des sommes à 5, 6, 7 chiffres. Et là, tu vas te dire, mais comment ils ont fait? Et la réponse, c'est toujours la même, et elle émane même des plateformes elles-mêmes, c'est la communauté. Quand tu lances un gros crowdfunding, l'idée que tout le monde se fait, c'est de dire, ouais, en fait, l'idée était bien, donc tout le monde a donné des sous. Non, ça, c'est un mythe, ça n'existe pas. Ça, c'est des gens qui bossaient là-bas qui me l'ont dit directement. C'est pas vrai. La vérité, c'est que les gens qui lancent un crowdfunding qui cartonnent, c'est avant tout parce qu'ils ont déjà une communauté super engagée, où ils ont matraqué le message publicitaire, où ils ont matraqué vraiment l'opération pour pouvoir faire un max de chiffres vraiment le premier jour, vraiment dès les premières heures d'existence du crowdfunding. Ça fait un effet de hype qui ensuite est marketé ailleurs, et là, si t'as de la chance, tu peux attirer un peu plus de monde. Mais 90% de ton succès, je parle bien du succès, je parle pas de l'argent, vient du fait que tu es une communauté active capable de te défendre. Et donc, quand tu veux de l'argent et réussir dans un crowdfunding, tu es très tenté de consolider ta communauté. Et donc, deuxième départ de feu possible, les gens vont commencer à s'intéresser à la question, comment est-ce que je peux consolider ma communauté et en faire des gens prêts à tout pour moi? Et il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui s'arrêtent pas dans le raisonnement. Il y en a, ils vont aller jusqu'à créer vraiment des dérives sectaires, et il y en a, ils vont juste te dire, je vais leur dire clairement ce que je veux, je vais leur parler, je vais faire des lives, et puis voilà, ça va s'arrêter là. Ça dépend de tout un chacun. Mais c'est facile, aujourd'hui, pour n'importe qui, de créer sa petite secte sur Internet. Relativement facile, ça prend un peu de temps, parce que au bout d'un moment, pour peu que tu sois un minimum connu, comme un Zioclo par exemple, tu peux, t'as toujours un pourcentage de gens, alors peut y avoir une personne comme peut y en avoir 100, t'as toujours un pourcentage aléatoire de gens qui sont manipulables, qui sont malléables. La question c'est qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit en faire, tiens, selon toi? Je viens de parler pendant un quart d'heure, je me dis tiens c'est bien, je vais pouvoir boire, il va parler un peu. Non, il me pose 5 mots et... Bois quand même, mais c'est vrai, comment on fait alors? Comment tu protèges ces gens manipulables? Et est-ce que un influenceur, tiens je vais prendre une autre position, c'est... Je vais essayer de me mettre dans un influenceur qui ferait pas attention. Tu vois, l'autre fois, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un don, il s'est planté. J'aurais pu, comme on m'a dit, par exemple, non, tu rembourses pas, tu vois, c'est de sa responsabilité. Mais en même temps, moi, de mon côté, je sais que ça le fout dans la merde, la personne, tu vois. Voilà, s'il peut pas faire opposition, c'est compliqué. Comment ne pas manipuler, déjà, même les gens non manipulables, parce qu'il y a des gens qui sont pas manipulables, qui font des erreurs, ou qui des fois s'emballent, et c'est une connerie. Et les plus manipulables, du coup, comment se prémunir de ça? Alors déjà, pour la petite anecdote, pour des gens qui m'ont déjà fait des tips ou des dons, etc., qui ont fait « Ah oups, je me suis trompé », je les ai systématiquement remboursés. Donc c'est normal en fait, c'est la base. YouTubeur qui veut pas te rembourser d'un don, méfiez-vous, déjà. Un YouTubeur qui incite pour dire « T'es sûr que tu veux pas laisser ton don et tout ?» Bon, méfiez-vous, vous voyez que le mec... voilà. Ensuite, comment faire attention pour... En gros, ta question c'est comment tu fais pour éviter de créer une secte sans faire exprès, c'est ça? Ouais, un petit peu, ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu des mécanismes? Mais je déconne pas en plus en disant ça. Est-ce que tu as vu des mécanismes? Moi, par exemple, j'ai un Discord. Je vais essayer de faire très attention, soit de gens qui m'aduleraient pour pas grand chose, tu vois. Je vais faire attention aussi aux gens plus fragiles en ayant certaines précautions déjà dans les choix de la modération, parce que ça va jouer beaucoup aussi dans la relation que ça va avoir avec certains types de personnes, etc. Et aussi, peut-être les écarter par moment, peut-être, dans le sens où le Discord, c'est aussi un endroit particulier où il s'y passe pas mal de choses et que des fois, ça vaut mieux le coup de leur dire, bon, peut-être que c'est pas... Enfin, mieux faire attention, quoi. C'est peut-être pas le meilleur endroit si t'es pas très équilibré psychologiquement ou quoi, parce que c'est pas forcément très facile de supporter une vie un peu en communauté, en vase clos, etc. Et qu'il faut aussi prendre l'air. Moi, des fois, je dis à des gens, mais va-t'en un petit peu, va respirer. Ouais, si mais modérateur. faut du courage pour faire ça. Faut du courage parce que moi, j'ai géré des communautés sur Internet pendant des années et des années. J'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai pas de serveur Discord et j'en veux pas. J'ai notre réseau social, Quace, ok d'accord, mais c'est un peu particulier comme cas. J'ai pas de communauté parce que quand t'as des gens qui viennent, qui commencent à être un peu bizarres, quand tu leur dis bah non, casse-toi, en fait ils peuvent très mal le prendre et ça peut te faire des haters. Moi j'ai des haters qui m'ont emmerdé pendant des années juste à cause de ça en fait.
Après, Donc c'est pas facile de dire non. Bah, tu peux dire non. Tu dis, bah, désolé, Oui, tu peux, bah, voilà, quoi. S'il est pas mais- content, il est pas content. Après, il a le droit d'hater, mais qu'il hate dans son coin, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Moi, je suis assez pragmatique, hein. J'ai déjà eu des modérateurs où j'ai dit, il faut que t'arrêtes d'être modérateur, par exemple, parce que trop engagé, ou trop, tu vois, ou ça pue, quoi. Tu vois, y a Et des toi, trucs. t'as un franc-parler, t'as un franc-parler, t'as entre guillemets une forme de courage qui fait que tu dis ce que tu penses. Puis t'en as rien à foutre parce que tu connais un peu la vie, tout ça. Mais t'as des gens, ils sont plus sensibles, sont plus réservés, ils oseront pas. C'est vrai. Et après, il y a le business aussi. C'est-à-dire que niveau business, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Ah bah ça, les gens les plus instables mentalement sont souvent les plus engagés. Et c'est déjà quelque chose que j'avais dénoncé dans l'envers du décor. Tu sais, les gens qui viennent en convention, qui ont l'air un peu paumés, qui ont l'air un peu maniaco quelque chose là, et puis qu'on lui refourgue plein de trucs, on lui dit t'es sûr, tu m'as donné un billet de 100, tiens, t'es sûr que tu veux pas prendre ça, ça et ça? Comme ça m'évite de te faire la monnaie et tout. Puis des gens, ils osent pas dire non, quoi. C'est tentant quand t'as aucune forme d'âme, c'est tentant. Ah, c'est pas une question d'âme, là, c'est une question de valeurs à la limite, qui sont la morale et les valeurs. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font de si mal dans cette secte? Certains me disent, ouais, mais ils demandent pas de thunes, à part pour du contenu exclusif, c'est normal. Du contenu exclusif, pardon. C'est ce que disent des gens dans le chat. Ou, voilà. Et quel serait le problème, du coup, pour V et, par exemple, ce qui a été constaté pour ce Discord, etc. Quelles sont un peu les manœuvres, voilà. Alors, on va prendre l'exemple de V, mais en fait, c'est pas un cas unique, quoi. Il y a d'autres communautés comme ça. Le problème, c'est pas de faire une communauté soudée et de lui demander de l'argent pour réaliser des projets. Ça, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est d'abuser. Le problème, c'est de mentir déjà à sa communauté en disant ouais, il me faut l'argent, sinon ma chaîne YouTube doit fermer, sinon je sais pas quoi, et de le faire tout le temps, de toujours prendre les gens par l'émotionnel, de prendre les gens en otage. Par exemple, dans sa communauté, là, qui évoquait V, il y avait ce phénomène où, en gros, ils étaient tous potes, puis à un moment donné, quand Dieu, le Dieu, l'influenceur au-delà de tout ça, le faux Dieu, demandait des dons ou quelque chose comme ça, bah en gros, tous ceux qui faisaient des dons, ils pouvaient rester, et celui qui ne faisait pas de dons, il pouvait violemment se faire attaquer, quoi. Donc au bout d'un moment, bah tu donnes. Le problème, c'est ça, le problème, c'est ce mécanisme-là. Le problème, c'est quand tu finis par endoctriner les gens. Avec un je sais pas, phénomène qu'est-ce que t'en d'emprise penses, et de groupe. Bah, en gros, là, ce que tu décris, pour moi, il y a de l'emprise et phénomène de groupe communautaire, vraiment, vouloir participer à un groupe, une sorte d'élite aussi qui est sélectionnée. Après, ça m'étonne pas. Par exemple, chez Pierre Orcas, c'est ça que tu vois. Tu vois, Pierre Orcas, c'est encore plus serré ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il choisit une communauté physique, vraiment, qui est auprès de lui tous les jours, 24 heures sur 24, depuis plusieurs années déjà. Chose qui est assez rare déjà, c'est un truc qu'on voit pas souvent déjà, pour commencer. Et après, il va avoir aussi la communauté qui va poncer un petit peu sur internet, voilà, en vendant ses formations, ses machins et tout. Là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lui, par exemple, c'est un bon exemple de peut-être futur vrai dérive sectaire en mode un peu plus massif, quoi. Parce que les Raël, les trucs comme ça, c'est entouré assez tôt, et puis au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, quoi. C'est juste qu'il n'est pas assez malin pour faire ça. Le problème, c'est que les influenceurs ne sont qu'influenceurs. Du coup, ils n'ont que ça pour exister, ils sont prêts à tout pour avoir de la notoriété et tirer de l'argent à leurs suiveurs, etc. Les esthéticiens aussi, Frédéric Delavier qui dit ça. Mais t'as pas tort sur le fond totalement, ouais, c'est vrai que... Le problème, c'est pas que ça, c'est aussi un manque de contrôle. Je vais faire un parallèle avec la radio et la télé, vous allez comprendre. Du temps de la radio et la télé, c'est-à-dire avant qu'il y ait tous ces internet, etc. Alors certes, il y avait des chaînes amateurs, il y avait de la radio amateur, ok, mais ça restait assez microscopique, à l'exception de quelques gros mouvements en Angleterre notamment, mais globalement, quand t'es à la télé, t'as un responsable de la grille des programmes, t'as un PDG de la chaîne, t'as le gouvernement, t'as le CSA derrière qui surveille un peu, t'as des acteurs, donc tu peux pas jouer à des dérives comme ça à la télé. Non. Par contre, sur internet, mais t'es indépendant. C'est ça qui attire tout le monde, et c'est ça qui fait que ces dérives sont aujourd'hui possibles, et que c'est nouveau. Aujourd'hui, internet est un terreau idéal pour créer des sectes. C'est con, et on va s'en apercevoir. Je suis sûr et certain que dans les prochaines années, il va y avoir des gros scandales, des grosses émissions, des trucs comme ça qui font « Oh là là, si seulement on avait su !» Alors que franchement, on essaie d'en parler. Mais c'est normal, c'est malheureusement inévitable dès le moment où tu donnes une visibilité permanente à des gens et que tu ne leur qu'il n'y a aucun contrôle. Parce que toi, t'as vraiment la crainte que ça dérive comme certaines sectes à l'époque. C'est ça qui te fait peur, ouais. Non, mais je sais pas, je en fait, c'est pas. Enfin, oui, ça me fait peur, mais la question, c'est qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que ça ne pourrait pas dériver ?
Beaucoup plus. Ah, pour l'instant, en tous les cas, que ce soit Pierre Orca ou je prends le cas Pierre Orca par exemple, de ce que j'avais décrit l'autre fois, ou ce qui a été décrit par Vladimir, etc. Enfin V, pardon. Tout ça, pour moi, c'est pas des sectes spiritualistes, tu vois, où on te promet finalement une vie dans l'au-delà, ou de l'autre côté, tu vois, ou sur une autre planète, non, etc. C'est pas souvent, religieux. Voilà, et souvent, en fait, les sectes mortelles, on va dire, celles qui sont suicidaires, qui se crament la gueule, etc. C'est plutôt des sectes en fait qui sont orientées vers une spiritualité d'ascension vers soit un au-delà, soit le paradis. Non, c'est pas ça que je crains. Je crains pas du tout qu'il y ait des suicides collectifs ou des trucs comme ça dans ces sectes-là, dans ces mouvements sectaires-là, qui tendent à se sectariser en tout cas. Ce qui est beaucoup plus à craindre, c'est que à force d'exploiter des gens faibles, t'es des suicides dans les colocs et des trucs comme ça, que t'aies des gens qui se foutent en l'air, que t'aies des gens qui pètent les plombs, qu'il y ait des morts, des agressions. Un jour, dans une coloc à la Pirorca, t'as rien qui te dit qu'il y en a pas un qui va péter un câble, prendre un couteau et en buter deux, quoi. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça peut être plus probable, on va dire. Et ça devient dangereux. Enfin, à un moment donné, on parle de gens qui sont isolés de la réalité, qui sont déqualifiés, qui sont entre eux, là, qui s'imaginent que le monde se limite à Twitter et leur petite communauté de youtubeurs, etc. Le jour où il y a un drame là-dedans, ça va jusqu'où? D'autant plus que c'est des gens instables mentalement pour beaucoup, ça va jusqu'où? Ça va très loin. Puis comme on dit là dans le chat, il y a beaucoup d'arnaques aussi sur des pseudo-sectes, groupes internet, donc effectivement on ponce des gens, puis après ils se retrouvent totalement seuls et rincés, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et toi t'avais déjà constaté ça avant, du coup cette dénonciation par exemple de tout le monde l'a constaté, non? Enfin il y a plein de gens qui l'ont constaté. Il y a plein de communautés où il y a des dérives, sauf que bon, alors déjà il y a une espèce de silence, on évite d'en parler. Parce que quand on sait que ouais, il y en a un peu dans sa communauté, mais bon, lui il est sympa, alors on n'en parle pas. Il y a un truc que j'ai remarqué et que j'ai essayé de faire comprendre aux gens, c'est que t'as des youtubeurs connus, ou t'as des gens comme ça qui ont des dérives sectaires dans leur communauté, qui vont approcher volontairement un max de youtubeurs connus pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Parce que comme ça, les youtubeurs connus ils vont pas trop en parler. Effectivement. Mais puis après, pour moi par contre, j'irais même un peu plus loin, c'est que je pense qu'à partir du moment où t'as une communauté YouTube, c'est potentiellement justement une dérive sectaire, de base. C'est-à-dire, plus elle est engagée sur un sujet clivant... Non mais dans le sens où, si jamais tu commences à t'en servir et tout, il y a un vrai potentiel en fait, c'est comme ça, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, tous ceux qui se servent de communauté, même sur Twitter, en mode, même pour ratio, machin et tout, il y a un début là-dedans, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement extrêmement poussé, tu vois, et après, certains vont en demander plus, et c'est là où je me dis... Il y a un pas en fait qui peut être fait. Moi je me méfie de ça en fait, hein. C'est un truc qui me fait peur, donc forcément je l'ai vécu. Donc moi je m'en méfie d'autant plus. C'est vrai, j'aime pas le côté trop influent, c'est-à-dire bon bah. Tu l'as vécu? Bah j'ai vécu, oui, j'ai été dans des dérives sectaires moi. Ah j'ai raté ce passage. Ah bah dans les interviews et tout, ouais si j'en parle pas mal hein. En fait moi j'étais soi-disant un enfant indigo, j'ai tiré des cartes. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Bah oui. C'est ça que j'en parle assez souvent, j'ai fait pas mal d'émissions là-dessus d'ailleurs, mais c'est juste que bah effectivement moi j'ai une sorte de méfiance du coup dans le côté si les gens m'admirent, c'est pas un truc que je veux non plus, enfin c'est des trucs qui me font peur, tu vois, vraiment. Mais parce que être une star, c'est la même chose, tu vois, être une star qui commence à dire à son public quoi faire ou aller faire quelque chose, je sais pas quoi, il y a quand même un côté... c'est particulier, surtout si on sort de l'ordre d'un projet à produire ou je sais pas quoi. Alors voilà, c'est vraiment quand je parle vraiment de sortir de l'ordre de tout ça, quoi. Et c'est ouais, pour moi ça pose question, tu vois. C'est parce que les gens le font pas exprès, mais tu sais que t'as un ascendant, tu sais que t'as une communauté, tu sais que t'as un pouvoir aussi avec ça. Donc qu'est-ce que t'en fais, tu vois, c'est la vraie question. Et à partir du moment où tu commences à essayer de t'en servir pour toi-même, juste pour toi et des sortes de trucs un petit peu bizarres, ça peut être problématique. Ça peut être beaucoup plus que problématique quand t'as une espèce de concours qui se crée, hein. T'as des communautés de youtubeurs comme ça, tu sais les youtubeurs, moi j'en ai déjà vu dans les conventions, celles VIP et tout, ils parlent entre eux, ça parle beaucoup de fric. Quand tu vois que mettons t'es sur un canapé, t'as 5 gros youtubeurs à côté de toi et ils te disent ouais moi je gagne tant, ouais moi ma communauté gagne tant, etc. T'as une espèce de surenchère. Et donc t'as des gens, à force, progressivement, tous ensemble comme ça, ils vont passer des barrières. On a eu plein d'exemples. Et il y en aura de plus en plus, tout simplement parce qu'il n'y a aucune barrière. Qui c'est qui va dire à quelqu'un qui fait ça, qui sectarise sa communauté, qui c'est qui va lui dire stop? C'est une bonne question ça, qui va lui dire stop? Vous croyez que c'est quoi? Que c'est leurs autres potes youtubeurs qui vont leur dire stop? Mais jamais de la vie. Vous croyez que c'est la communauté elle-même? Bien sûr que non.
Les flics, ils ont autre chose à faire. On va attendre des drames, il y aura des drames, on sera tous choqués et on dira bah c'est terrible. Bah oui, mais malheureusement, c'est en train d'arriver parce qu'il n'y a pas de barrière. Mais est-ce qu'on les connaît? C'est important d'en parler. Mais est-ce qu'on les connaît déjà? C'est ça le truc, c'est ce qu'on sait. Parce que moi je connais des groupes bizarres, tu vois, sur internet. Après, est-ce que c'est des sectes? Je sais pas, mais il y a des trucs bizarres des fois quand même. Des dérives sectaires, ouais, on en connaît clairement. Donc, c'est compliqué. Comment tu fais pour agir? Est-ce que un Maxella, roi des rats que tu citais l'autre fois par exemple, est-ce que vraiment ils peuvent faire quelque chose à ce niveau-là? Qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Eux, ils pourraient faire quelque chose, mais ce qui pourrait les en empêcher, peut-être qu'ils sont amis. Peut-être qu'ils sont proches, peut-être que de temps en temps ils vont dormir chez des potes youtubeurs qui en fait font exactement ce qu'ils dénoncent, mais qui se taisent parce que c'est des potes, tu vois. Ça c'est le premier facteur, le copinage c'est le premier facteur qui protège les youtubeurs qui font des dérives. Rappelez-vous les scandales, on a eu le scandale, je sais pas moi, le scandale lunatique, là, les affaires de viol sur mineurs, etc. Il y a d'autres affaires qui sont peut-être manifestement pas encore tout à fait sorties. N'hésitez pas à faire des dons pour la secte. Pourquoi les gens en parlent pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un pote, parce que y a un tel, il est pas sûr, il y a un tel, c'est un tissu en fait. Ça a des implications. Si quelqu'un parle, ça peut... Il y a des vrais enjeux. Et ce que je disais à Misandry l'autre fois qu'elle me reprochait, c'est il y a des enjeux, des financiers ou de pouvoir, etc. Et des fois, c'est plus compliqué de pouvoir agir que ce qu'on croit, quoi. Malheureusement. Bah ouais. Il y a sans doute, tu sais, dans les gros youtubeurs qui dénoncent ces arnaques, t'en as plein, ils vivent entre guillemets de l'aumône de leur communauté. S'ils commencent à faire des vidéos pour dire méfiez-vous de ceux qui vous demandent de l'argent, ils vont être dans la merde, hein. Ils le savent. Donc ils vont doucement, quoi. Après, t'en as qui le font, hein, le Radier par exemple. Après, il vient en mode paranoïaque, quoi, mais le pauvre. Il a un boulot considérable. Mais le problème, c'est qu'en face, le nombre de gens, c'est terrible, ils se renouvellent. Oui, c'est impossible de lutter totalement contre, quoi. Et du coup, alors, le V que tu as rencontré, lui, il va comment par rapport à tout ça? Est-ce qu'il en est sorti? Est-ce qu'il est toujours actif? Comment ça se passe? Alors, il en est sorti. D'accord. Il va nettement mieux, hein, il a tenu à le préciser. On s'en sort, on s'en relève, etc. Alors, ça peut laisser de mauvais réflexes, évidemment. Ça peut laisser de la suspicion, ça laisse des formes de séquelles éventuellement. Mais lui, globalement, il s'en est sorti. Maintenant, clairement, tout le monde n'est pas fort, quoi. Il y en a... moi, j'en ai connu... ils sont là-dedans, ils s'en sortent pas, c'est sûr et certain. Il y en a, ils ont pas cette force. Le but du jeu, c'est de protéger les plus faibles. C'est de protéger justement ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Les pointer du doigt en disant mais si tu vas là c'est que t'es con. Bah oui, mais s'il va là c'est parce qu'il est faible. Et le boulot des forces c'est de protéger les faibles, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que c'est possible? C'est à nous d'agir. Mais est-ce que c'est possible? C'est comme les toxicos. Voilà, t'as un toxico. T'en as qui ont de la volonté, t'en as qui en ont pas. Ceux qui ont de la volonté, c'est une minorité, ils vont essayer de s'en sortir, tu vois, et ils s'en sortiront peut-être, avec un peu de chance et tout. Dérive sectaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, t'as des gens qui sont un peu addicts à ce truc, quoi. Ils aiment ça, ou ils y cherchent quelque chose, ils trouvent du sens à leur vie. Est-ce qu'on peut les arracher à ça et leur faire vraiment prendre conscience facilement, parce que certains ils voudront pas en fait, tout simplement, tu vois. Moi c'est un raisonnement que je me suis dit, tu vois, à l'époque quand j'étais là-dedans et que j'en suis sorti, c'est tu peux pas sortir tout le monde, c'est comme la drogue, tu vois, tu peux pas sortir tout le monde, tu peux pas aider tout le monde, et en plus de ça malheureusement ils voudront pas en fait, ils vont faire le choix de continuer parce que, alors c'est horrible de dire ça, il y a un côté fataliste là-dedans, mais moi c'est ce que j'ai cru voir en fait, c'est-à-dire la majorité ils sont là, ça me va en fait, tu vois, ça me convient tant qu'on vient pas me bouleverser mon quotidien, moi c'est ma petite vie, tu vois. Et qu'est-ce que t'en penses? Alors j'en pense que c'est exactement comme quand t'as une copine qui est avec un mec que tu trouves super con, si t'essaies de lui dire largue-le, ça va forcément te retomber dessus, non, c'est pas une bonne idée. Par contre, il y a deux choses qu'on peut faire, moi j'ai choisi de faire de la prévention, c'est-à-dire la première chose, c'est d'expliquer, de démonter les mécanismes, de dire voilà, il y a ça. Regardez, soyez attentifs à ça. En toute transparence, ça c'est important. Ça c'est exactement ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire ce soir, ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire en général sur internet aussi. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être là le jour où la personne en face a un doute. Si on combine ces deux choses-là, on peut pas sortir les gens de force. Mais on peut être là le jour où ils hésitent à sortir, et ça fait vraiment la différence.
effectivement. Alors, il y a Delavier qui me dit oui, Thomas Durand, les esthéticiens, ils m'ont attaqué. Car oui, encore, non, stop. Est-ce que pour toi, la zététique, c'est une secte? Tiens, voilà, parce que c'est le propos de. Voilà, parce que t'as pas mal de gens qui disent ça. Delavier et psychodélique aussi, quelque part. Non, mais. Qu'est-ce que tu penses de ces allégations? La zététique, c'est pas une secte, la zététique, c'est une discipline. On enseigne à la fac, machin, tout ça. Non, la zététique en soi, c'est pas un problème. C'est pas plus une secte qu'un jeu vidéo ou que je ne sais quoi. Non. Star Wars, c'est pas une secte. Pourtant, je pense que t'as des communautés qui partent un peu bizarres. Concrètement, c'est juste que c'est un support qui est assez analogue, je trouve, aux notions de développement personnel. C'est-à-dire que la zététique, ça t'aide à penser par toi-même. Et si tu réfléchis bien, bah, ça te donne un pouvoir, c'est parce que les gens, ils sont vachement ouverts à la... Lorsque tu expliques aux gens comment réfléchir, t'as un ascendant sur eux que tu n'as pas en parlant de jeux vidéo ou de films, quoi. T'as un ascendant quand même assez... T'as une voie royale vers la manipulation. Et la tentation est forte, alors à moins d'avoir des gens d'une probité absolue, c'est quand même vachement tentant pour plein de gens malveillants d'abuser de leur communauté en leur disant regardez comme je suis bon, regardez je connais la vérité, je suis la vérité, tu vois. Et dans la zététique, naturellement, il y a beaucoup de gros tarés malveillants qui abusent de leur position finalement pour juste écraser les autres. Ça, c'est un fait. Maintenant, de dire la zététique en elle-même est un problème, certainement pas. Est-ce que tous les zététiciens sont comme ça? Certainement pas. Pour moi, c'est une minorité, mais une minorité visible. Et une minorité pour certains que je quand même commence à trouver un peu dangereuse. D'accord, donc pour toi, il y aurait un problème quand même de ce côté-là. Évidemment. Aussi, quoi. Et alors du coup, ce seraient les mêmes mécaniques qui sont en jeu finalement. C'est pas exactement la même chose. Quand on est sur la zététique en particulier, tu peux avoir des phénomènes que tu as pas. Par exemple, tu parlais de Pirorca. Ou d'autres. Là, t'as un youtubeur qui parle de jeux vidéo ou de musique. S'il veut sectariser sa communauté, bon, il va peut-être se faire passer pour, je sais pas moi, un graphiste génial ou un critique génial, mais si tu veux, bon, ça va jusqu'à un certain point. Alors que quelqu'un qui est dans l'analyse rhétorique, l'analyse de l'humain finalement, dans l'analyse des autres, là, il a une approche beaucoup plus... je sais pas comment dire, déitique, quoi, divine. Il peut rapidement se faire passer pour supérieur, pour être un esprit supérieur, alors que basiquement, les zététiciens, franchement, ils débitent de belles conneries, la plupart. Hein. J'ai ouvert un livre de zététique, une fois, comme ça. C'est... la vache, c'est hallucinant de conneries. En fait, ils te sortent des lieux communs, des trucs, c'est du bon sens, mais ils te mettent un mot-clé dessus, genre du machin trucking, du bidule shocking, machin je sais pas quoi, là. Et ils t'expliquent ça comme s'ils avaient inventé le concept. Et toi, t'as envie de leur dire, bah non, enfin, moi, je sais pas, j'avais 10 ans, mon père, il m'a dit, bah là, méfie-toi, j'ai pas eu besoin de mettre un mot dessus, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont une éducation. Mais c'est des gens, c'est des gros enfumeurs. Je parle pas des zététiciens, je parle de ceux qui en abusent, encore une fois. Bien sûr. C'est des enfumeurs, et ceux-là, il y en a certains qui ont du succès, il y en a, ils sont pas connus, mais ils ont un influence sur les autres, c'est impressionnant. Et du coup, toi, t'as travaillé beaucoup sur les arnaques. Pour toi, c'est la suite logique finalement, les dérives sectaires ou pas? J'ai travaillé sur les abus industriels et commerciaux. Ouais. Et quand il réfléchit, ben, les abus comme ça, les dérives sectaires, quelque part, c'est une sorte d'abus commercial. Hein, donc ça rentre à peu près dans le champ. Ouais, bah, c'est une suite logique, tout simplement, parce que c'est s'en prendre aux gens, c'est les arnaquer finalement, en leur faisant... Ils nous vendent des notions qu'ils n'ont pas inventées, en les vulgarisant comme s'ils les avaient inventées, et ils essaient d'en tirer toute la gloire. Mais calmez-vous, c'est des vulgarisateurs. Le mec qui te résume Platon, c'est pas Platon. Le mec qui te résume Einstein, c'est pas Einstein. C'est du calme. Alors, mais ça, c'est comme le phénomène dans les films. Dans les films, les budgets alloués aux acteurs sont considérables. C'est des sommes incroyables, dizaines de millions de dollars. Et ça ne fait que monter. Alors moi ça me choque un peu parce que je me dis quand même on est à une ère de fin dans le monde, de difficultés économiques, etc. Puis derrière personne dit rien quand t'as des acteurs qui gagnent 50 millions de dollars cachés pour un film pour peut-être 30 minutes de présence à l'écran. Alors ouais ok, peut-être bon, mais enfin là quand même... Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes un film, t'as 90% des gens, si le film est hyper bon, ils vont se focus sur l'acteur. Ils vont dire... L'acteur est génial, c'est un film 2, et là ils vont te mettre le nom de l'acteur.
Sauf que l'acteur, c'est un acteur. Ok, il apporte une dimension d'interprétation, d'impersonnalisation, tout ce que vous voulez, mais c'est pas lui qui a fait le scénario, c'est pas lui qui a fait la réalisation, c'est pas lui qui a fait le montage. Et au final, la magie, la production, ce qu'on conçut le produit, c'est peut-être pas du tout l'acteur en fait. S'il faut, on sait pas, mais s'il faut, un autre acteur aurait fait aussi bien. Et honnêtement, c'est quand même souvent le cas. Il y a des acteurs qu'on pense irremplaçables. Peut-être certains le sont dans certains contextes, mais honnêtement, c'est pas impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens se focusent sur ce qu'ils voient. Alors quand t'as quelqu'un qui vient et qui fait ce business facile de prendre des trucs un peu comme ça, de les résumer et de les faire à sa sauce, il devient finalement l'image de tout ce qu'il représente. Et dans la tête de ceux qui les regardent, bah, il devient en quelque sorte le représentant de la discipline qu'ils expliquent. Et là, c'est humain, là. C'est pas que c'est un problème en soi, c'est humain, c'est normal. Tu vas pas empêcher les gens de... Ils ont autre chose à faire que de réfléchir... Et puis même pour vendre, t'es obligé de passer par le marketing, me semble-t-il. Donc ça, tu vends une image, tu vois. Tout à l'heure, je voyais, il y a un truc qui est sorti là il y a pas longtemps sur Stéphane Edouard. Pareil, c'est le connard marketing. Je le connais pas très bien du tout. Hein. Et en fait, il pratiquerait ce qui s'appellerait donc le connard marketing. C'est un marketing justement pour impacter. C'est un truc un peu cathartique, exactement. Et du coup, c'était vachement intéressant de voir que oui, voilà, on incarne des personnages, etc. Et bien entendu que forcément le personnage que tu incarnes ou que tu vas vendre en tous les cas ou qu'on va vendre à travers un film, un jeu vidéo, qu'importe, etc. Ça va incarner, voilà, plein de choses. Et rien que le marketing finalement est une sorte de tendance aussi à tirer justement vers cette idolâtrie, cette divinité qu'on va essayer de modeler pour les médias, etc. Donc qu'est-ce que tu veux faire comment on peut lutter contre ça? C'est pas possible en fait. On est bien d'accord. C'est mort. Ah si, on peut lutter. Bien sûr qu'on peut lutter. Il suffit d'enseigner, d'incarner, d'enseigner peut-être des valeurs un peu plus simples, un peu plus terre à terre. Déjà cette espèce de logique hyper-consumériste qui consiste à dire que plus tu possèdes, plus tu es heureux. Alors déjà, pour moi, c'est la première chose contre laquelle il faut lutter. Typiquement, si tu n'as plus besoin de dépenser pour être heureux, bah, c'est beaucoup plus difficile de profiter de toi, on est d'accord. Quelqu'un qui n'est pas dans le consumériste, c'est pas quelqu'un qui intéresse ni les sectes, ni les influenceurs, en fait. Je suis pas d'accord, les sectes vendent souvent l'anti-consumérisme. Justement, c'est pas faux, c'est une bonne remarque, c'est une bonne contradiction, bravo. C'est le gros problème justement des sectes, c'est qu'elles vont vanter un anticonsumérisme et un détachement de tout ce qui est matériel. Et moi c'est ce qui... Là je pensais plus YouTube, ouais. Mais voilà, justement, mais il y a vraiment ce côté qui est souvent lié. Mais je veux dire, les youtubeurs en fait, qui eux s'accrochent finalement à un mode de vie de plus en plus fast, on va dire. Bah ça pour s'accrocher, et en même temps, t'en as... Ce qui est terrible sur YouTube, c'est que t'en as, ils rament pendant des années, ils touchent la moitié d'un SMIC, ils sont au bout de leur vie. Et t'en as, franchement, parce qu'il se trouve que... t'en as, ils cartonnent parce qu'il se trouve qu'ils sont sur un bon créneau, ou qu'ils ont eu un pote qui connaît un pote, etc. Et le mérite là-dedans, il est relatif, il est quand même très très relatif. Il y a des gens qui bossent beaucoup plus dur que Squeezie, qui gagnent moins que Squeezie, c'est ça que je veux dire. Il y a un proverbe comme ça qui dit que si le mérite rendait riches, les ânes seraient millionnaires. Quelque part. Si le travail rendait riches, les ânes seraient millionnaires. Je trouve ce proverbe très intéressant. Parce que tout est là, en fait. Mais alors, du coup, es-tu un gauchiste, Thomas? Ça, c'est un truc... peut-être une question sujet, mais... si c'est une question sérieuse, moi, je peux répondre. Ouais. Je suis... Alors, je vais répondre... Je vais donner une réponse décevante. Merci, Sophie. Je suis ni à gauche, ni à droite. Alors vous allez me dire, c'est Macron qui dit ça, c'est vrai. Je suis pas macroniste, mais... C'est ce que dirait un macroniste. Aujourd'hui, oui. En fait, je crois que la gauche et la droite, c'est des concepts aujourd'hui qui sont trop clivants. Il y a du bon et du moins bon partout. Moi, j'essaye de faire un petit peu mon marché là-dedans, sans oublier l'humain. D'un point de vue social, je vais être de gauche. D'un point de vue économique, je vais être de droite. Tu vois, c'est particulier. Mais quand tu réfléchis un peu, n'est-ce pas ainsi qu'est constitué un pays, finalement? Les choses qui fonctionnent sont constituées de diversité. Si on n'était que de gauche ou que de droite, finalement, je sais pas trop ce que ça donnerait. C'est un point de vue qui me concerne, qui m'est personnel. Je sais pas trop. Donc, moi, j'estime qu'il y a du bon à prendre à droite à gauche. Par ailleurs... le général de Gaulle le disait lui-même dans une de ses célèbres interviews
que la France des partis, c'était une France qui va passer plus de temps à des luttes intestines qu'à réellement essayer de faire avancer le pays. Bon, honnêtement, il a pas tort, hein. On peut quand même assez facilement le constater. Si on se tirait un peu moins souvent dans les pattes à se dire « Ah, t'es de droite, ah, t'es de gauche », bah peut-être qu'on commencerait à réfléchir à des solutions, hein. C'est mieux. Enfin, je trouve que c'est mieux d'être constructif que de souffler sur la gueule. Voilà, donc le débat de t'es quel parti, moi, il m'intéresse pas. Je comprends bien, t'inquiète. Alors, j'ai une question qui est passée tout à l'heure que je trouve pertinente et un peu insolente, c'est est-ce que les Vox Makers étaient une dérive sectaire? Ah non. Vraie question, voilà, du chat, donc je te laisse répondre. Bah non, bah alors déjà parce que ce serait la première secte où les membres sont associés. Et oui, vire le gourou. Mais c'est même pas qu'ils l'ont viré, c'est que je me suis éloigné de moi-même parce que ça commençait à devenir un peu chelou comme ambiance. Ça n'a rien d'une dérive sectaire. Honnêtement, c'est quoi les critères d'une dérive sectaire? L'isolement de la personne, c'est de... Isolement de la secte. Pendant toute la durée de vie de Voxmaker, les Vox vivaient chez leurs parents, etc. Il y a que en juillet 2017, c'est-à-dire genre 4 mois avant la fermeture du collectif, que suite à mon impulsion, ils se sont mis en coloc et que moi je me suis éloigné. Parce que la coloc leur permettait financièrement d'être rentable parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre, enfin pas tous, de vivre comme ça, séparément chacun dans leur appart. Donc en fait c'est le contraire. Déjà il n'y a pas d'isolement des autres, c'est con. Enfin, au contraire, Voxmaker ne leur a fait que rencontrer du monde. Voxmaker leur a fait par exemple rencontrer des gens dans les conventions. Je leur ai négocié des scènes qui aujourd'hui encore sont utilisées par ces gens-là, dans des conventions où en fait il y a une continuité dans les partenariats 10 ans après, 10 ans, parce que ça a commencé en 2013. Donc ben franchement, même financièrement, les Voxmakers n'ont jamais rien investi, ou alors de manière extrêmement... Je crois qu'il y en a une fois, il m'a dépanné de, je sais plus, de 1000 balles que je lui ai rendu une semaine après, mais voilà, ça a dû arriver une fois. Moi j'ai investi. Mais enfin, ce que je veux bien essayer d'imaginer, mais là je vois pas. C'est compliqué. Quoi... Non mais t'inquiète. C'est une question, à mon avis, pour moi un peu troll, mais pour le chat, je pense qu'il va à côté un peu. Non mais c'est bien, moi j'y réponds, tu vois bien, y a pas de souci, mais. Mais derrière, est-ce que justement les conventions, tiens, il y a pas un côté justement où eux, est-ce qu'ils sont au courant de ça déjà? Est-ce qu'ils voient tout ça? Est-ce que pour toi, ils y participent? Parce que les conventions, c'est quand même un des gros trucs du pan du business, des youtubeurs, etc. quoi. Je les connais pas assez bien, les patrons de convention. Il y en a que je connais mieux que d'autres, bien sûr. Je les connais pas assez bien pour vraiment l'affirmer, mais moi je pense pas du tout que ce soit leur délire. De ce que j'en ai vu, et à mon avis, ils sont pas au courant. Eux, ce qu'ils voient de leur point de vue, les gens des conventions, ils essaient de mettre en place un événement, ils sont là pour faire du business, ils essaient de mettre en place un événement commercial et culturel, entre gros guillemets, et eux, ça les emmerde, les dramas. Il n'y a rien de pire pour une convention qu'un drama, parce qu'eux, ils essaient de mettre en place un Disneyland miniature. Hein. Ah, c'est des bisounours, quoi. Ouais. Faut que tout le monde soit heureux qu'ils achètent des ballons. Mais c'est ça, glaces. Ils mettent la musique à fond, ils invitent des stars, ils font « Regardez, panier moyen, 150 €, on est des winners », voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas de dérives sectaires, ils veulent surtout pas de trucs comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a des conventions qui sont juste pas au courant. Rien que l'histoire des Vox, je pense que la plupart des patrons de grosses conventions, ils sont pas forcément au courant des saloperies qu'ils ont fait parce qu'ils vont pas s'inventer auprès d'eux. Et les patrons de conventions, ils regardent l'actu un petit peu sur YouTube, mais vraiment très 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 en surface. Je sais qu'ils ont entendu parler des saloperies qu'on a dit sur moi parce que ça a été marketé avec un plan et tout, mais des saloperies qui sortent sur un tel ou un tel, ils s'en foutent. Si tu veux, une convention va difficilement inviter par exemple Mila de l'affaire Mila, parce qu'ils savent qu'il y a eu des affaires assez clivantes dessus. À côté, Pirorca non plus par exemple. Oui, je crois que moi je pourrais aller en convention, j'aurais le droit. Ah bah toi largement. Hein. Ah, Un psychodélique largement. Ouais, mais Psycho c'est moins clivant. Moi j'ai invité Conversano. Après Psycho a mangé avec Conversano, donc c'est vrai que ça commence à être compliqué. Alors je comprends pas votre fascination pour des personnages comme ça. Ah non, c'est pas une fascination, moi, c'est juste ça me fait rigoler. Moi. Après, ça me fait rigoler, c'est pas rigoler, c'est juste que c'est un personnage important de toute la sphère dissidente, on va dire, de l'époque. Forcément. Donc moi je l'ai interviewé par rapport à ça, et puis en fait je l'avais clashé, donc... Moi, je le connais pas, je comprends pas très bien ce qu'il fait, mais de prime abord ça m'attire pas trop. Oui, quoi. Je peux comprendre. Ça je comprends. Mais d'accord, donc les conventions sont pas si pointilleuses que ça, quoi. Dire que les conventions sont des sectes, c'est comme dire que les concerts des non mais oui je sais, mais je provoquais un peu, mais dans le sens où on rassemble des gens qu'on influence
Le fait que ces gens peut-être ont des démarches un peu particulières, est-ce que c'est connu ou pas au sud de tous? Et sinon, bah voilà, est-ce que certains sont en mode ouais, on se tape dans la main, vas-y, va baiser au fond dans la loge? Ou est-ce qu'ils disent oh non, c'est Disneyland quand même hein. Là, alors, attention, tu vois, c'est pas la même chose. Non, j'ai gens entendu qui parler baisent d'histoires de putes hein, quand même, hein, ramenées en convention. Mais bien sûr, c'est les gens drogues, qui baisent, putes, qui se droguent et qui boivent en convention, mais dans toutes les conventions quasiment. Mais vous croyez quoi? Ça c'est pas grave ça encore. Mais moi j'ai entendu qu'on ramenait des putes aussi à quelqu'un. C'était quoi cette anecdote? Attendez, j'essaie de réfléchir, c'est un vieux truc. Non mais attends, on m'avait raconté, je crois qu'on voulait ramener des... Ah oui, je peux pas vous dire qui m'a raconté ça. En gros, c'est un youtubeur qui me raconte qu'il a une convention. Et il voit un youtubeur qui lui propose en fait de le démarcher, je sais plus pourquoi. Alors il est très connu, hein, des gens plutôt connus quoi. Et il le démarche et en gros il lui propose une prostituée en échange dans le contrat, tu vois, en plus de le payer, tu vois. Il dit ah en plus on a des putes. C'était en Belgique? Je sais pas, je peux pas dire. Parce qu'en Belgique c'est pas la même chose qu'en France. Mais en gros il y a eu des trucs comme ça avec des prostituées. C'est ce que je peux te dire. Voilà, je peux pas vous dire qui, quoi, comment, mais en gros on m'a raconté ça et c'est un truc de ouf en fait. Et voilà, merci Sophie pour les 5 subscriptions à la secte des yeux claudiennes bien sûr. Et il y a Flusty qui dit arrêtons avec cette réduction de la zététique à quelques youtubeurs français. Exactement Lusty. Et Lusty, si jamais tu veux monter, tu peux. Je sais que tu travailles, mais il a écrit Lusty parce que je le vois pas. Lusty il est dans le chat, ouais, il est en train de discuter avec Fredo. Ah je l'ai raté. Salut Lusty. Je dis au passage bonsoir à Jonas qui se reconnaîtra. Eh ben bonsoir Jonas. D'ailleurs Jonas Sautier si tu passes par là aussi, bonsoir à toi, etc. etc. Et du coup, justement, l'emprise. Est-ce que tu connais le phénomène d'emprise, du coup? Ah bah oui, alors, qui ne le connaît pas? Je sais pas, alors qu'est-ce que c'est le phénomène d'emprise, tiens? Comme ça fait un petit rappel. Tout le monde en a sa définition. Alors il y a des définitions dictionnaires et cliniques, hein, mais moi j'aime bien dire que le phénomène d'emprise, c'est quand quelqu'un a la capacité de te faire des choses contre ta volonté. Pour moi, ça résume pas mal de choses. C'est plutôt pas mal, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoi? Un milieu qui a du fric, de l'affluence, de la drogue et du sexe, je suis choqué, oui, effectivement. Mais oui, l'emprise, c'est un peu ça, effectivement. Et après, est-ce que l'emprise, elle est pas forcément présente à partir du moment où t'as des relations très proches avec des humains? Tu vois, le côté, justement, où malheureusement, il y a de la manipulation, des fois, tu vois, enfin... Je pense que il faut pas tout confondre. On est à une espèce d'époque bizarre où on essaye de cliver les discours et les notions. Quelqu'un qui a un ascendant sur toi, quelqu'un qui va te faire chercher un verre d'eau contre ta volonté, c'est peut-être une forme de manipulation, mais toutes les formes de manipulation ne sont pas aussi graves, ne se valent pas, ne se concurrencent pas forcément. Donc oui, concrètement, quand tu dis que y a cet ascendant un peu partout, bien sûr. Mais est-ce que c'est forcément mal? Bien sûr que non. J'essaie de... La nuance, putain, la nuance. Quelle est la différence, justement? Et c'est ça, je t'amène à la nuance. Alors du coup, quelle serait la différence, voilà, entre faire quelque chose que quelqu'un ne veut pas contre sa volonté et voilà, quelque chose qui serait plus mal? Quelle est la limite, en fait? Elle est infinie, la limite, elle dépend du contexte. Il y a 1 million de contextes possibles. Par exemple, si tu as une influence sur quelqu'un qui se trouve travailler dans une grosse boîte et que toi, tu travailles sur les marchés financiers et que tu te sers de ton influence pour avoir des informations que tu n'es pas censé savoir pour revendre tes actions avant que le cours change, ça s'appelle du délit d'initié. C'est mal. Et tu vois, c'est un exemple. Il est précis, hein. Bah, c'est un exemple. On peut en trouver dans n'importe quel domaine. Un chanteur qui viole une mineure à l'arrière d'un concert parce qu'il se trouve que ça va pas se voir parce qu'elle osera rien dire, c'est une dérive aussi. Et ça n'a rien à voir, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que des cas d'application, t'en as une infinité. Et pour V, justement, c'était quoi le phénomène d'emprise que t'as pu comprendre chez lui et constater par... Bah, le phénomène d'emprise, c'est simplement qu'il était dans un groupe où il devait être présent tout le temps. Parce que s'il y était pas, en fait, les gens commençaient à bitcher sur lui. C'est une dynamique très longue à se mettre en place. Hein. C'est encore une fois. Entre love bombing, c'est-à-dire beaucoup de compliments, et d'un coup il y a plus rien en gros. Et sinon, si tu fais pas tout ce qu'il faut, bah en fait tu vas être un peu le vilain canard de la bande, quoi. On pourrait dire. C'est ça. Et c'est une dépendance affective à ce groupe qui du coup en profite. Voilà, t'as un groupe de personnes qui tient le Discord, qui a été nommé par les influenceurs qui gèrent ça de manière un peu sectaire. Pour moi, le risque là-dedans, c'est l'isolement social, c'est tout ce que j'ai cité l'autre jour à la fin de mon live sur le site de la Mivilude, pardon.
C'est l'isolement, c'est le fait de balancer de l'argent, c'est le fait de nous faire adhérer à des trucs un peu chelous, c'est le fait de participer aussi à des opérations de harcèlement, des trucs comme ça. C'est freiner le développement humain de la personne en fait. Un mineur n'a rien à foutre là-dedans d'ailleurs. Le gars était mineur. Si le gars peut prouver, très important ce que je veux dire là, si le gars peut prouver qu'il était mineur au moment des faits, qu'on lui a fait dépenser de l'argent, qu'on lui a fait faire des choses illégales, qui peut prouver que ça a été, qu'il y a eu une influence directe, en face c'est du pénal lourd qu'il risque. Hein. Là c'est très très grave. Et là par contre la justice c'est encore un cran au-dessus. Hein. Moi j'attends ça. Et alors tiens, je vois une question encore, alors là je pense que c'est des gens qui t'aiment pas. Maréchal qui dit, et tiens justement le phénomène d'emprise d'espace qui t'était reproché dans les Vox, tiens. Voilà, ah mais tu peux, tu sais, moi on m'a tout reproché, on m'a reproché, je sais plus d'être raciste, sexiste, homophobe, grossophobe, je sais plus quatophobe, donc bah ouais c'est ce qui m'était reproché, mais ils m'ont tout reproché, ça... personne va empêcher des gens de reprocher, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont raison. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? En même temps, vous les avez écoutés un peu? Parce que moi je les ai écoutés, ça fait 3 lives que je les écoute. On se marre de live en live. C'est débile ce qu'ils disent. En fait, Maréchal il me dit c'est la team Tronchambier en fait. Il me dit vive Thomas Durand qui n'a pas validé Thomas Sirix. C'est la Tronchambier, on est là. Bah, d'accord, ok, bah bonjour la team pour Tronchambier. Mais ok. c'est vrai qu'il y a une vraie guerre en fait là-dessus aussi. Alors bon, on va faire un hors sujet 2 secondes, mais. On va faire un hors sujet. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas là? C'est parti en couille sur Twitter. Non, mais c'est simple en fait ce qui s'est passé, c'est juste que. En gros, en 2019, il y a eu